Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, très bon réveil à vous tous, merci de nous retrouver, merci d'être toujours là pour nous suivre l'émission Bonjour d'Algérie et être jusqu'à 10h30 en bonne humeur, de bonne humeur et surtout en forme pour nous suivre. Alors aujourd'hui on est le jeudi 28 avril, nous aurons le plaisir d'être accompagnés par nos rubriques habituelles du jeudi matin, vous le savez, et oui, si il y avait un quiz et une interactivité, on aurait dit c'est qui? Et oui, c'est Aïda Macheli dans un tout petit moment, dans la rubrique psychologie, elle est là, elle est en face, elle est prête. En tout cas, pour passer dans un tout petit moment, aujourd'hui, elle nous parlera bien sûr de la motivation. C'est les préparatifs pour les examens, pour ceux qui sont en classe d'examen. Pour les gens qui sont aussi au travail, ils ont besoin d'être motivés tous les jours et être reconnus dans leur travail, la reconnaissance aussi au niveau du travail, parce qu'aujourd'hui, nous allons célébrer la journée mondiale de la santé au travail. Le bien-être, c'est très important de pouvoir le souligner, le bien-être au travail. Elle nous en parlera dans un tout petit moment. Nous aurons également Jawdet Gessouma dans sa rubrique littérature. Aujourd'hui, il continuera sur sa lancée tout au long de ce mois de Ramadan. Il a été donc question de parler de tout ce qui a trait à la religion, le soufisme, tout ce qui repose donc l'esprit à travers la spiritualité. Aujourd'hui, il continuera avec un condensé de la Muqaddima d'Ibn Khaldoun et puis aussi la vie du prophète avec un livre d'Alphonse Étienne Diné et Hadj Slimane Ben Brahim, il viendra nous en parler en détail. C'est en tout cas les couleurs qu'il a choisi pour nous ce matin. Nous aurons également à parler donc de solidarité, d'entraide et donc de savoir-faire. L'iftar, ça s'est un petit peu vu partout sur tout le territoire national et même au-delà de nos frontières. Eh bien, c'est le mois du partage. Ça a été donc soulevé par la fondation algérienne United Foundation. Donc, ils seront là pour nous parler. Il sera là, un des membres de cette fondation, pour nous parler de leur travail au quotidien durant Ramadan. Et puis, nous allons parler aussi du patrimoine. Nous sommes en plein mois du patrimoine, du 18 avril au 18 mai. Ça sera donc l'occasion de soulever certains manquements dans le domaine de la protection de notre patrimoine et surtout tout le travail colossal qui est en train d'être fait par les spécialistes en la matière. Nous aurons avec nous donc une enseignante de l'École nationale supérieure de conservation et de restauration des biens culturels pour nous parler de tout ce programme qui a été mis en place pour le mois du patrimoine. Et on terminera en beauté avec un artiste qui nous vient de Constantine. Et oui, un grand maître de la chanson constantinoise, le Malouf constantinois. Il s'agit de Selim Fergani qui sera notre invité. Il nous parlera de ses différents concerts et surtout ses ambitions dans la musique arabo-andalouse, surtout le malouf, comment le conserver et comment aussi travailler avec la jeune génération pour la préservation de ce beau patrimoine. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez bien sûr l'apprécier et nous suivre jusqu'à la fin. On va commencer par le bulletin météo tout de suite avec Amel Aribi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معاً نصنع المستقبل. Elle est en forme, comme toujours. Amel Aribi, fidèle à elle-même. Bonjour Amel. Bonjour Amel. Comment ça va? Ça va, merci. Avec des petits cœurs sur le Kiko. Yes, and perfect, yes. And perfect, ouais. Alors, aujourd'hui, il paraît qu'il y a un BMS. Exactement. Ouais, j'ai bien suivi. Hein. Très bien Amel, très bien. Donc, il sur sera... le centre. Hein, oui, sur le centre, oui. Mais quand même, ça touche plusieurs wilayas. Oui, quelques wilayas. Concernant les pluies. Des pluies et de la grêle aussi. D'accord. Ouais. Ah, c'est mauvais la grêle. Hein. Oui. Bon. C'est la saison aussi. On va vous laisser présenter. Merci Amel. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien oui, Météo Algérie a émis une vigilance orange concernant des pluies localement assez marquées, parfois orageuses et aussi parfois accompagnées de grêle sur les régions du centre. Plus exactement, les wilayas concernés sont Alger, Ndefla, Djelfa, Tipaza, Médéa et Blida où les quantités de pluie atteindront ou dépasseront même les 50 mm durant cet après-midi jusqu'à ce soir 18h. Sous un ciel bien sûr passagèrement nuageux avec quelques pluies parfois orageuses et pluies seront localement assez marquées comme je l'ai dit sur les régions centre, parfois aussi accompagnées de grêle durant la journée. Sous les côtes avec des foyers orageux, également des orages vers l'intérieur pour donner quelques pluies parfois diverses. La moitié sud aussi quelques pluies orageuses vers le Sahara et les oasis. Puis le ciel deviendra de plus en plus nuageux vers le Béchaoua cette fois-ci, avec des formes d'averses durant la nuit. Ailleurs, rien à signaler. Le soleil va prédominer avec toutefois des semonces de sable vers le Nord Sahara et les oasis. Les températures
eh bien, elles vont chuter par rapport à hier, avec un minimum de 13 degrés du côté de Djelfa, 14 Al-Beya d'Etiaret, 17 Alger, 19 à Annaba, Tébessa, 20 degrés à Constantine, 22 à 18 degrés à Tijouzou, 27 Beja, 29 à Accra, 35 à Yazi, 36 Insalah, 33 à Janet, 37 Borj Beji Mourtar et Adrar et 38 degrés à Ingza. La mer aujourd'hui, eh bien, elle restera peu agitée sur toutes les côtes algériennes et les vents seront variables et les vents varieront entre 10 et 20 km/h. Et on termine ce bulletin avec l'éphéméride pour aujourd'hui. Eh bien, le soleil se couchera vers 19h33 minutes. Et pour davantage d'informations, bien sûr, vous avez les sites de Météo Algérie. Passez une excellente matinée avec la suite des programmes sur Bonjour d'Algérie et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Donc, vigilant, bien sûr, sur les routes, Soyez il a prudents. plu, donc faites attention, chaussées glissantes, et bien sûr Exactement. avec les recommandations de Amel Haribi concernant le BMS. Levez le pas, Oui, voilà. concernant le BMS, bien entendu, vous êtes bien informés sur Exact. certaines wilayas, bien sûr, il faudra faire très attention. Très vigilant aussi. Hein. D'accord, Voilà. très bien. Merci beaucoup. Moi que vous merci. On vous retrouvera bien sûr à midi 19h notre bulletin météo. Inch'Allah. En attendant, on vous dit bon week-end aussi pour demain. Merci, j'en aurais besoin. Vous allez préparer des gâteaux et Ça puis y est, on va j'ai vous... fini. Ça y est, j'ai fini. Bravo. On va vous retrouver, Inch'Allah, fil Eid. Inch'Allah. Deuxième jour. Ouais, ça dépend, bien sûr. Ah oui. Ouais. Pour Et moi, mais en tout cas, on sera de retrouver avec l'Algérie qui sera là pour durant 4 heures d'émission, premier jour et deuxième jour, et vous accompagnera le jour de l'Eid, bien sûr, les Inch'Allah. 2 jours de l'Eid. Merci beaucoup. C'est moi. À Bonne tout à journée. l'heure. Bonne journée, Amel. À tout à l'heure. À tout à Eh l'heure. bien, je vous laisse tout de suite en compagnie de Mohamed Tariq et Mohamed Youssef, bien sûr, avec ce mdih, et on se retrouve juste après. إيمان أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا عليه شافع الأمة بذكر الرسول تشحذ الهمة يا ربي بجاه النبي أزح الغمة يا ربي بجاه النبي. Et puis de retour sur notre plateau avec Haïda Mchri qui est déjà installée, qui est déjà prête parmi nous. Bonjour Haïda. Bonjour, Amel. Ça va? Bien, Bien, vous avez suivi la météo. Et comment? Et comment avec elle? Bien sûr. La dynamique des coulisses, avec le sourire Voilà. de la matinée. Tout à fait. C'est ce qui est, ça nous donne un petit peu d'énergie le matin. Aussi donner le sourire aux téléspectateurs qui nous suivent. On rentre chez eux, on les accompagne, on les réveille un petit peu, puis on les informe, toujours dans la bonne humeur. Ça nous motive aussi, ça nous donne le plaisir aussi de travailler ensemble, d'aimer ce qu'on fait et C'est puis ça. continuer à construire comme ça et à partager. Exactement. Et je crois que c'est pour ça probablement que pendant ces périodes un peu difficiles, hein, les festivités, les obligations, voilà, le rythme très rapide pour pouvoir... On cherche toujours cette participation, comment on Oui. peut vraiment se motiver pour rester quand même fidèle à ce qu'on fait, mais aussi avec l'énergie qu'il Et faut, bien avec... sûr, un bon équilibre entre Voilà. la vie professionnelle et la vie aussi familiale, la vie privée aussi. C'est un équilibre qu'il faut absolument conserver, pouvoir Construire. être bien dans le travail aussi, avoir un bien-être, c'est important. Très important. Mhm. Sinon, on a des petits bobos, des malaises, voilà, on n'a plus envie de pouvoir s'inscrire comme ça les projets, on n'a pas d'objectif, on ne sait pas comment construire et ça clash vers des conflits, vers Oui. des C'est difficile. moments difficiles, vers un stress, des petits symptômes comme ça qui peuvent nuire à l'individu et bien sûr l'inhiber. Tout à fait. Alors aujourd'hui, à l'occasion de la journée mondiale de la santé au travail, on a voulu joindre les deux. Aujourd'hui, parler de motivation pour rendre hommage aux enseignants, par exemple, qui travaillent dans les écoles, à ces enfants qui ont des classes d'examen, à tous ces médecins qui travaillent tout le temps dans le stress aussi, dans les gravités,
aussi de certaines maladies et aussi rendre hommage à tous ces éboueurs, ces agents donc de nettoyage qui travaillent pour rendre notre ville propre, laisser notre ville propre. Toutes ces personnes, on leur rend hommage aujourd'hui. Et comment? Moi, je crois que c'est... Voilà qu'on a choisi probablement une thématique, mais on est en train de construire quelque chose autour de la motivation qui reste le pilier majeur dans ce qu'on fait. Oui. Aujourd'hui, tu m'invites un peu à parler de l'enfant dans sa scolarité, avec ses parents, dans le noyau familial, mais aussi voilà le professionnel dans son métier. La journée vient nous réveiller un peu, nous booster comme ça pour vraiment voir qu'est-ce qui nous inhibe, qu'est-ce qui nous freine comme ça, on n'a plus envie, même si on diminue un tout petit peu notre regard vers les enfants, qu'est-ce qui diminue un peu cette volonté chez l'enfant de vraiment s'inscrire, de travailler seul, de réviser, de se projeter, de porter cette parole. Il y a quelque Aimer chose... son enseignant. C'est vrai que si l'enseignant est motivé dans son travail, il y a le bien-être au travail, il va donner un maximum de son potentiel au travail et le transmettre à ses élèves qui, au retour, vont pouvoir être assidus. Mais aussi, il y a d'autres facteurs. Si c'était un peu que l'enseignant dans son cadre, ben voilà, on dira qu'il suffit juste de motiver et de travailler sur tout ce qui est cadre de travail pour pouvoir vraiment nourrir le reste. Mais en fin de compte, non, c'est une histoire qui reste très personnelle aussi. C'est un travail personnel. On ne peut pas réussir si on n'a pas quelque chose dans notre vision, dans notre regard qui évolue avec ce degré de responsabilité. Et c'est pour ça que même chez nos enfants, il faut leur apprendre à prendre le vélo et puis à conduire seul. C'est la métaphore du schéma m'invite un peu à expliquer aux parents ça ne sert absolument rien d'être là pour de les pousser, de les forcer, de conditionner, même si dans la motivation elle-même, il y a cette partie externe qui se base sur cette présence, sur les cadeaux, sur quelque chose qui peut alimenter, qui peut vraiment nourrir, qui peut motiver l'enfant de l'extérieur. Mais le vrai travail, c'est un travail interne. L'enfant doit trouver quelque chose dans sa responsabilité, dans sa manière d'être responsable pour ses affaires, son objectif, sa relation avec l'autre, qu'est-ce qu'il va faire comme métier, comment il va se projeter. C'est quelque chose qui nourrit la motivation de l'intérieur. Si on fait abstraction à ça, on se limite uniquement à comment tu travailles, pourquoi tu fais, comment tu vois les choses, à ce moment-là, on rate l'essentiel. Parce que il faut toujours se poser la question si on a un enfant qui a changé, parce que d'emblée, on peut retrouver des enfants qui sont très motivés, très intelligents, qui s'inscrivent bien dans leur vie scolaire, vie familiale, mais voilà, dans un tournant ou un passage comme ça, nous, on peut l'appeler adolescence, il a un peu grandi, un changement, l'arrivée d'un frère, un événement particulier, un couple, il y a quelque chose comme ça qui démotive l'enfant et on retrouve une autre vision ou un autre regard, là où il faut s'arrêter pour mieux voir, pour justement réparer cette partie qui est très importante chez l'individu. Sinon, ça ne suffit pas de pouvoir vraiment planifier, obliger à réviser, faire des cours supplémentaires. Je ne sais pas, on cherche la baguette magique pour vraiment réparer. Alors, il y a des enfants qui sont peut-être un peu plus matures que d'autres, ils savent ce qu'ils veulent choisir dans la vie, quel métier faire plus tard, etc. Ils en sont convaincus. Il y a d'autres qui attendent qu'on les pousse, qu'on les oriente. Et est-ce que ça, c'est bon ou c'est peut-être délicat aussi de prendre la place de l'autre dans le choix? De toute façon, c'est délicat, ça reste quand même difficile parce qu'il y a des enfants qui étudient pas pour eux, mais pour les parents. C'est ça. Je t'ai ramené une 18 ou une... j'ai obéi, mais c'est l'image de l'autre ou la relation avec l'autre. Moi, je crois qu'aujourd'hui, puisqu'on est à la veille des examens, un tournant aussi par rapport aux classes spéciales, il faut vraiment se projeter. Je parle un peu des classes de bac, les examens aussi de BEM, là où c'est important de pouvoir vraiment chercher, nourrir, construire quelque chose qui ne concerne pas uniquement le cadre ou le contexte, mais revenir à cette partie qui est interne. Si l'enfant ne s'inscrit pas dans un objectif
clair, avec une vision claire, avec un objectif clair, ça va l'inhiber, ça va pas lui permettre vraiment de retrouver le punch, l'énergie qu'il faut. Mais après, est-ce qu'il stresse, est-ce qu'il est rapide? Parce qu'il y a des enfants qui sont tellement anxieux dans la rapidité, le rythme, qu'ils font qu'ils ne se rendent pas compte. Et puis voilà, le cumul des choses fait qu'ils sont rapidement épuisés, fatigués, et puis voilà, le problème ramène un autre, un deuxième, et puis il lâche prise. Ça, il faut vraiment réparer dans la relation. Il y a l'autre qui sous-estime. Il y a quelque chose qui est dans je ne suis pas bon, je ne saurais pas, je ne sais pas, c'est pas facile. Quand on parle des classes d'examen, c'est une période vraiment charnière. Oui. C'est la dernière donc, des périodes les plus importantes. Là, il faut vraiment carburer et pouvoir donner le maximum de soi. C'est pour ça que le motiver un peu, c'est on le valorise, tu sais faire, tu es bien. On a comme l'impression qu'on ne parle pas des études, on parle d'autre chose. Mais voilà qu'on touche l'essentiel, c'est cette estime de soi pour qu'il puisse vraiment retrouver cet équilibre, pour qu'il puisse vraiment encourager. Absolument, c'est le moment. Moi, je crois que c'est le moment maintenant pour pouvoir vraiment se projeter dans les petits objectifs, des objectifs à atteindre. Réviser un trimestre, préparer des révisions, des fiches de lecture. Il faut travailler sur quelque chose qui est très palpable, visionner l'énergie pour vraiment aider l'enfant ou les parents pour trouver le fil, le cadre qu'il faut. La motivation, ce n'est pas uniquement externe ou interne, mais c'est une dynamique des deux parties, là où il faut vraiment écouter, partager, voir qu'est-ce qui ne va pas pour pouvoir vraiment aider et puis réparer. De l'autre, externe, là où on a une vision, il y a beaucoup d'enfants qui probablement dépriment, passent par des moments difficiles. Il y a des enfants qui pleurent sans arrêt, des adolescents aussi qui vraiment n'ont plus confiance en eux. Ils ont eu des résultats pas satisfaisants. Absolument. Et là, ça y est, c'est décourageant pour eux. Ils n'arrivent plus à travailler. C'est vraiment le stress de la feuille blanche. Oui. C'est terrible. C'est pour ça qu'il faut rebondir un peu sur l'échec lui-même. Et apprivoiser l'échec. L'échec, c'est une expérience qui va me permettre d'améliorer, de revivre les choses. Comment je peux lancer au lieu de l'étiqueter et avoir cette vision très négative qui ne fait que détruire. Moi, je crois qu'il faut s'arrêter pour mieux voir cette motivation qui est une partie extrêmement... Les coachs, voilà. Les coachs travaillent un tout petit peu sur cette partie. Que ce soit un coach professionnel, dans le relationnel ou avec les étudiants ou les élèves. Ça se base un tout petit peu sur cette volonté, cette partie-là où il faut vraiment aider l'enfant à construire, à s'inscrire dans tout ce qui est positif. Le bien-être, ce qu'il mange, comment il est, comment il dort, comment il s'habille dans la relation. La partie plaisir aussi, parce qu'il faut s'oxygéner aussi. Oui, et c'est pour ça, vous savez, tu m'invites à parler de quelque chose de bien entre parenthèses, parce que souvent les parents, quand ils ne sont pas satisfaits, ils commencent à éliminer un peu les activités extrascolaires parce que voilà, tu t'épanouis tellement bien que tu prends plaisir que voilà, tu aurais dû mettre le même énergie. Ça sert absolument à rien. C'est l'enfant, il a une partie là où il peut s'épanouir. Vaut mieux garder cette partie qui le nourrit de l'intérieur. Sinon, on risque de casser tout. Et puis voilà, on détruit ce qu'il aime, ce qu'il a construit aussi, parce que vous savez, toute activité, qu'elle soit artistique, physique, culturelle, elle nourrit de l'intérieur. C'est une construction. Et ça ne vient pas comme ça du si je découvre un peu les couleurs, c'est avec amour et je commence à déchiffrer. C'est du sport, voilà, je gagne du terrain, je passe dans l'équipe et dans le duel, il y a quelque chose, tennis, tout ça, il y a échange. Oui, individuel, les sports collectifs. Technique, il y a quelque chose comme ça. Ce qu'on peut éliminer probablement, c'est un peu les écrans, tout ce qui peut nuire, quelque chose là où elle n'est pas vraiment importante dans la construction de la personnalité de l'enfant. On élimine les monades. On peut s'en passer, oui, voilà, mais pas l'essentiel, le nécessaire. C'est comme le plat, hein, quand on mange, punir un enfant probablement, c'est éliminer tout ce qui est extra à la nourriture, les pas la nourriture elle-même. Etc. Voilà, je crois que c'est pour ça que aujourd'hui, c'est le bon moment pour pouvoir vraiment freiner un tout petit peu avant l'Aïd, avant voilà, l'installation des grands examens. Vivre les choses pleinement et puis réfléchir, prendre du recul et voir la personne ressource qui saura débloquer ces situations. Très bien. Si ce n'est pas les parents, si ce n'est pas les personnes proches, peut-être que c'est la
tante, la grand-mère, Et l'entraîneur. pourquoi pas un enseignant? Voilà, Voilà. qui sauront vraiment Et des aider, amis. écouter, motiver, que ce soit voilà, dans le professionnel ou dans le scolaire ou dans le relationnel. Il faut toujours chercher cette partie qui nous nourrit tous. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Haïda, pour Merci tous à ces vous. conseils. Encore une fois, booster un petit peu l'enfant et parler aussi, et rendre hommage à tous ces professionnels aujourd'hui qui nous entourent dans le domaine des métiers, qui sont là pour accompagner les enfants, un peu tout le monde. Merci beaucoup, Haïda. Merci, Amel. À jeudi prochain. Inch'Allah. Avec plaisir. Aïcha, que ça. Voilà. Merci. On continue, je vous invite tout de suite à apprécier ces images donc, de notre Algérie, puis on se retrouve juste après. Tu m'as dit. De retour sur le plateau et comme chaque jeudi matin, vous le retrouvez, c'est Jawdet Gessouma dans sa rubrique littérature. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, nous allons continuer et il continuera bien sûr lui-même dans ce choix donc des livres, toujours dans la spiritualité, dans la recherche aussi et comprendre l'islam, notre religion. Bonjour Jawdet. Bonjour. Comment ça va? Ça va, alhamdoulilah. Très bien, vous êtes oui, en forme pour continuer. Sur votre lancée, vous avez fait énormément de recherches ce mois concernant les livres. Oui, non, c'est avec plaisir. Hein. Oui, justement. Ça n'a pas été très, comment on dit, un travail judicieux en tout cas, voilà, pour faire le bon choix. Ça a été toujours avec plaisir et c'est des choses qui arrivent comme ça et qu'on rencontre au fur et à mesure. Et donc, voilà. Donc, c'est vraiment avec plaisir. Eh ben, ça n'a pas été très studieux. En tout cas, j'espère que le téléspectateur aura apprécié donc, dans ses goûts et ses choix d'ouvrages très importants autour donc, de la religion, notre religion. Voilà. Alors, vous allez continuer aujourd'hui avec un condensé de la Muqaddima d'Ibn Khaldoun. Oui. Alors, Muqaddima d'Ibn Khaldoun, vous avez le livre des exemples et ensuite donc un volume et ensuite 3 autres. Et c'est... C'est du lourd. Ça, c'est du lourd par contre. Et donc, je pense qu'étudier le Muqaddima, c'est quelque chose qu'on va ramener chez soi. On va économiser et acheter tous les prolégomènes, c'est-à-dire le Muqaddima, parce que c'est le projet d'une vie, je veux dire. Le Muqaddima, c'est des choses que vous avez, c'est pas... Ça a été un visionnaire, ça a été un visionnaire. Voilà, ça aujourd'hui résume encore, des siècles. Et jusqu'à maintenant, nous avons les résultats. C'est-à-dire c'est la sociologie moderne. Mais Ibn Khaldoun est aussi historien, il a corrigé certains historiens, il a ramené des faits là où ils étaient. C'est-à-dire que c'est un exemple, c'est pas juste un voilà, auteur. Ce n'est pas exactement, ce n'est pas juste un sociologue, un observateur de la société. Et donc, toutes ces choses-là existent
méthodologie comme d'habitude. Vous savez, les choses peuvent être très faciles si on a la méthodologie qui va avec. Donc voilà, donc si on est structuré, qu'on arrive à réfléchir et à poser les choses. Donc là, moi, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est pas très studieux. Donc il y a une porte d'accès que nous offre Mohamed Saouli. Donc Mohamed Saouli est né en 1937. À Annaba, il a exercé une carrière d'ingénieur, là on le voit à l'écran, dans le secteur public de l'énergie en Algérie. Donc quand il était dans le cursus scolaire, il était évidemment à la période de la colonisation. Du coup, il était frustré de ne pas connaître sa culture. Il était conscient que cette culture qui est la nôtre, qui est très vaste d'ailleurs, il sentait que nos ancêtres, c'est pas le Gaulois, les Gaulois, c'est clair et net. Tout à fait. Et donc du coup, quand il a jette l'indépendance, il a eu accès donc à la langue arabe, qui est la langue usitée. Et donc, il a commencé à étudier, et il a découvert beaucoup de choses sur notre culture, et donc notamment Ibn Khaldoun. Donc là, il nous a produit un livre paru à la collection Histoire, donc Dar al-Uthmaniya, qu'on remercie pour les ouvrages. Donc, Dar al-Uthmaniya qui a édité le livre de Mohamed Saouli, Ibn Khaldoun. Ça s'appelle Nouvelles du Maghreb au XIVe siècle. Alors là, il vient avec une vision où il a pris des choses principales sur les livres, le livre premier, le livre deuxième et le livre troisième, avec évidemment le livre des exemples qui est l'introduction, et il nous fait une introduction justement sur le Muqaddima. Et donc là après, donc, il parle de l'introduction du traité, de l'excellence de la science, de l'histoire, des principes qui doivent servir de règles à l'histoire, donc la méthodologie. Il parle de la civilisation, de ses caractéristiques, le pouvoir, le mulk, le gouvernement, le sultan, le profil, les moyens de subsistance, les métiers, les sciences, la jurisprudence, la juridiction, la religion, la manière d'être, la manière d'apporter la religion quotidien, et donc la gestion, la politique, tout ça c'est très 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 important. Rappelons que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup de gens ont démenti le fait qu'il ne soit là que comme un personnage politique. Au contraire, c'était un personnage social qui avait un rôle dans l'économie, c'est pas juste dans la société, voilà, il y a tout un ensemble de règles, de jurisprudence, la sociologie, les finances, l'économie, tout ça, c'était très très important. Et donc là, on a un regard d'Ibn Khaldoun qui vient bien sûr après. Le prophète, j'ai lié les deux personnages exprès, parce que Ibn Khaldoun est venu a posteriori, avec un regard évidemment, avec un regard corpus, sur la société qui a quand même évolué. Voilà, un corpus, il est venu avec des informations, puisqu'il vient après. Et donc là, on a vraiment tout un corpus d'informations, toute une richesse d'informations sur la sociologie, la ruralité, le bien fondé des sciences, la technologie, la religion, la santé, les rapports humains, mais extraordinaire. Et donc là, Mohamed Saouli nous a fait un condensé. C'est un peu la même logique que ce que je disais la semaine passée par rapport à Sahih al-Bukhari. Le condensé nous permet d'aller à l'essentiel, mais c'est une porte d'entrée. Ça ne veut pas dire qu'on va se limiter, mais c'est très, très, très intéressant parce que justement des lectures très, très aisées, très faciles. C'est un travail que nous a... Un travail de recherche quand même. Un travail de recherche, je dirais qu'il est probablement chercheur amateur, mais vraiment éclairé, parce que la documentation, la bibliographie qu'on a à la fin est excellente, et justement cette bibliographie nous permet d'aller vraiment vers l'essentiel des choses pour mieux comprendre ce qu'est ce vraiment phénoménal ouvrage qu'est le Muqaddima. C'est vraiment très très intéressant. Ça a dû lui prendre plusieurs années justement pour... Oui, un travail de longue haleine qu'il a fait avec d'autres chercheurs justement qui se sont spécialisés à Ibn Khaldoun, notamment
excusez-moi, donc là, à Mounir Djellouli de Blida, Youssef Doura d'Al-Nu'maniya au sud de Bagdad, qui ont beaucoup, qui l'ont beaucoup aidé sur aussi les expressions qui étaient usitées parce que ça, c'est qui était usité à l'époque. Donc là, on a tous ces chercheurs l'ont aidé, chacun. Notre ami de Blida, le chercheur qui l'a aidé sur le travail, sur le corpus précis d'Ibn Khaldoun, et le Baghdadi qui a travaillé sur la langue. Ils ont beaucoup travaillé sur la langue, c'est un travail de traduction très, très, très important. Bien sûr. Et c'est un ouvrage qu'on peut donc, dédier aux chercheurs, aux étudiants. Oui, parce que c'est une piste d'entrée. La bibliographie est très intéressante et elle nous donne, c'est-à-dire des clés de compréhension un peu de l'œuvre d'Ibn Khaldoun. Ouvrage récent à Al-Uthmaniyya. Oui, récent, Ibn Khaldoun, donc nouvelle du Maghreb au XIVe siècle de partout. Très bien. Très, très, très intéressant parce que la lecture est vraiment ouverte à tous. C'est très, très bon. Ça nous donne vraiment. C'est une belle introduction. Voilà, une très belle introduction à l'œuvre d'Ibn Khaldoun. Donc, ensuite, la vie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, prophète d'Allah. À Dar al-Uthmaniyya, toujours Uthmaniyya, qu'on remercie parce que vraiment très sympathique, petit personnage assez intéressant. Les libraires et les éditeurs, les vrais éditeurs, parce qu'il y en a bien sûr qui sont des petits filous, mais vraiment ceux qui sont beaucoup, pour le livre, voilà, ceux qui sont pour le livre, qui l'accompagnent et tout. Voilà. Vraiment, c'est toujours une très belle aventure. Parce que la manière d'être de ces personnages est très, très, très humaniste, bonhomme et tout. Et donc, c'est très, 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 très bien. Et qui vous informe surtout très bien. Et voilà, ils vous donnent, ils vous disent... Les dernières nouveautés. J'aime bien parce qu'un Abdjer, il parle d'une manière très, très... عندي واحد bien دار كتاب شباب شغل on a l'impression de parler d'une équipe de foot, mais c'est vraiment très intéressant parce qu'après vous avez des pépites et c'est bien, il faut aller dans les librairies, il faut aller discuter voir les avec idées, le il faut libraire, discuter et tout, parce que c'est tout un univers, même d'ailleurs les libraires entre guillemets en air libre, les bouquinistes aussi ont beaucoup de choses à dire. Ce n'est pas juste des gens qui vendent des livres comme ça. Il y a quand même une évolution des mœurs qui fait que on est donc... c'est très intéressant. Et bien servi par ces personnes. Voilà, dans la mesure bien sûr de ça devient des connaisseurs après. Ça devient des connaisseurs, voilà. Donc ils vous donnent des infos intéressantes. Donc là, j'ai la vie de Mohammed, mais par un personnage qui sort de l'ordinaire, puisque c'est la vie de Mohammed par Alphonse Nasr Din et Sliman ben Ibrahim, qui était un compagnon de route d'Étienne Diné. Donc Étienne Diné est un orientaliste, un peintre orientaliste, qui vient pour un voyage avec des entomologistes, c'est-à-dire qu'il va étudier les insectes. Dans les environs de Boussaada, et lui il va tomber amoureux bien sûr de cette contrée. Après il y a un deuxième voyage qu'il va faire au Mzab et tout ça, donc il fait partie de la tradition des voyageurs orientalistes qui ne sont pas tous négatifs, contrairement à ce qu'on éventuellement pourrait croire, parce que déjà l'Algérie, le Maghreb, c'est pas l'Orient déjà, c'est une erreur fondamentale de base. Là, on n'est pas en Orient, on est au Maghreb, on est au sud de la Méditerranée, on est au nord de l'Afrique, donc c'est un environnement assez particulier. Donc là, c'est un autoportrait d'Étienne Diné, et il va s'intéresser à l'islam par les mœurs qu'il y a déjà à Boussaada. Les gens sont... Il y a la Zawiya del Hamel qui est quand même très importante, Rahmaniya et tout ça. Et donc lui, il va s'intéresser à la vie. Évidemment, tomber amoureux de cette population, de ses mœurs. Il va vraiment adhérer à 100% à ces mœurs. Et là, il va se convertir à l'islam. Tout à fait. Comme on dit, un jour, il fait du mimétisme, carrément, dans cette région. D'abord, et ensuite, quand même, il est converti à l'islam. Et donc, il va, à la demande du gouvernement français de l'époque,
il va faire un travail sur l'islam. Mais lui, à travers donc la vie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il va mettre en place, il va faire des recherches et faire un travail justement sur la vie de Mohammed. Et on découvre que c'est quand même très intéressant. Même si ça vient d'un orientaliste où on en pourrait éventuellement voilà, douter et tout. Mais c'est assez intéressant parce que nous, dans le contexte dans lequel est né le prophète, et même un peu avant, c'est-à-dire Abdallah, son père, et puis sa vie de prophète, et tout ce qui se passe. Il traduit la vie de la Mecque. Au même moment, Hadak, il parle de Omar, il parle de Sahaba, il parle de Hafsa. C'est-à-dire, il parle de tout l'environnement qui était, qui avait mis, qui a entouré le prophète et tout. Et donc, on se retrouve devant des faits, des choses qui sont décrites, même des sourates du Coran qui accompagnent au contexte Hadak voulu. Et donc, il est très intéressant ce livre. Donc il a fait un travail de recherche. Donc c'est un travail de recherche assez pointu. Lui-même voilà. Et que a épousé la religion. On voit qu'il a épousé donc la religion d'une manière assez sincère parce que donc vous avez à peu près 10 chapitres. Excellent, avec une bibliographie quand même assez fouillée, assez pointue. Et donc quelques photos, quelques images à la fin. Et il parle de la vie du prophète d'une manière stricte et aussi d'une manière, il parle de la vie au quotidien, comment il était et tout. Et là, vous avez vraiment deux portraits du prophète. Ce n'est pas un guerrier, voilà, comme ça, politique, comme adore le mettre en scène certaines parties, justement certains orientalistes malfagotés, comme je dirais, qui bien sûr utilisent des informations qui les sortent de leur contexte. C'est ça. Si on a fait une bataille, la bataille de Badroullah, forcément on est militaire, c'est clair. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam était une personnage. Ils sortent de leur contexte. Voilà, un personnage complet, c'est-à-dire c'était un homme politique, un homme social, un diplomate, un homme normal aussi, qui avait sa vie, qui avait une vie, tout ça. Et toutes ces choses-là, dans le contexte de l'époque, on le retrouve dans le livre. Et donc, ça s'avère que c'est un livre très intéressant. Curiosité. Voilà, une belle... Voilà. C'est aussi intéressant de savoir sur le extérieur. Donc Alphonse Etienne Diné, le Hajj Slimane Ben Brahim, voilà, qui ont travaillé sur la vie de Mohammed, prophète d'Allah, aux éditions Dar l'Uthmaniya, 500 dinars, franchement. Tout à fait. Il a changé de nom lui aussi. Oui, c'est devenu Nasr Din Diné, il a dans la religion. Il a demandé à être enterré. Là, il est enterré quasiment dans la palmeraie de Boussaada, qui a hélas disparu dans le fouillis urbain. Et voilà, mais c'est assez intéressant. Il y a même un musée dédié. En plus d'être peintre de renom, il était assez spirituel, auteur aussi, chercheur dans ses heures perdues et dans le domaine de la aussi à ses heures perdues et tout. Dans ce domaine de l'entomologie, par exemple. Oui, il a baigné dans cette atmosphère un peu spirituelle et c'est très intéressant de connaître un peu une partie de son parcours. Formidable. En tout cas, belle présentation et une curiosité aussi à lire. Voilà. Ce regard extérieur. Des petites choses un peu originales qui sortent un peu de l'ordinaire. Voilà, bravo en tout cas pour ces deux présentations. Merci Jawdet. Merci à vous. Et puis on se dit à jeudi prochain, Inch'Allah. Ça sera donc. Là, on sera sûr, Inch'Allah, que c'est l'Eid. On sera sûr que c'est l'Eid. Il n'y aura pas la journée, la nuit du doute avec vous. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, Saharidek. Merci à vous aussi, à tous nos amis spectateurs. Tout à fait. On salue nos libraires qui régulièrement sont là pour nous proposer de vos ouvrages également. Les éditeurs. J'appelle ça les gens du livre aussi. C'est ça, le monde du livre. Voilà, merci. Le monde du livre, donc, voilà. On continue, je vous invite tout à suivre ce reportage signé Samira Hajamar qui s'est intéressé aux préparatifs de Eid al-Fitr, bien sûr, dans la région de Gherdaya. En ces derniers jours de Ramadan, les Jumzab vit au rythme d'un mouvement inhabituel. La fête de l'Eid al-Fitr oblige, une grande foule sillonne les allées des souks de Gherdaya. شوف هنا راك في سوق غردايه الناس راهم يعيشوا في التحضير لشراء البسه
Ici, vous êtes au souk de Ghardaya. On se prépare pour célébrer l'Eid al-Fitr ou Abazan pour les Mozabites, Eid Tashmissin pour les habits et pour l'Eid al-Kabir, Eid al-Tahmissin, Wissoum pour la viande. Donc là, les gens font les courses. Ils veulent célébrer cet événement avec de beaux habits neufs pour leurs enfants et dans la joie. L'Eid al-Fitr, ce sont de beaux habits pour les enfants, mais aussi les bonbons et les gâteaux. Mon souhait est que tous les Algériens restent solidaires. Comme de coutume en pareille occasion, les boutiques de confection de vêtements traditionnels ne désemplissent pas. Petits et grands sont attachés à la culture vestimentaire locale, qui fait la particularité de la vallée du Mzab. Je suis venu ici pour choisir une djellaba authentique avec une couture et un style typiquement local. Les prix, je les trouve abordables. Une bonne santé, un Eid Mubarak à tous les Algériens. الناس قاعده تفرح بالعيد وان شاء الله ربي يعطينا الصحه وربي يتقبل وعقب العام الجاي ان شاء الله. نخدم سير كومون نخدمها لله واجد. لا سبيسياليتي نشين تيشبر تعرب دو سراوان تغردات تيشوشا لي موديل. Je travaille sur commande. Ma spécialité, les djellabas sur mesure, avec ou sans pantalon. Je fais tous les modèles. C'est une production. على حسب لا دوموند لي ميزور تخص تدير والطواطا تولي على حسب لا دوموند دو كليون. À Ghardaya qui s'illumine à quelques jours de Eid al-Fitr, l'ambiance est au rendez-vous, au gré de la joie de ses habitants qui ne souhaitent que paix et prospérité à tous les Algériens. De retour sur le plateau, nous allons parler de solidarité à présent avec notre invité. On a eu donc l'occasion de les recevoir dans le domaine de la santé beaucoup plus. Ils étaient très motivés, très mobilisés. Eh bien, ils continuent sur leur lancée avec cette fois-ci le mois du partage, le mois de la Rahma. C'est important de souligner que ce mois de Ramadan, c'est aussi le mois où tous ceux qui veulent faire du bien, ils peuvent le faire aussi tout au long de l'année, mais durant ce mois, c'est particulier. Alors, pour nous en parler, nous avons Monsieur Jamel Belbaki. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci pour l'invitation. C'est Ramadan comme tout le monde. C'est le mec, marhaba bik. On a eu déjà l'occasion de vous présenter dans notre émission. Vous étiez là dans le domaine de la santé. Vous aviez activé dans ce domaine-là. Vous faites partie donc vous êtes membre de la Fondation United Algerian Foundation, c'est ça? Algeria United Foundation. Voilà, Algeria United Foundation, voilà, c'est ça. Et vous êtes donc plusieurs, vous êtes pluridisciplinaire, comme on dit, au sein de cette fondation. Vous travaillez dans le domaine de la santé quand il faut agir rapidement. Vous travaillez dans la solidarité et l'entraide. Hein. C'est votre, on va dire, marque de fabrique au sein de la fondation. On essaie de contourner tous les domaines là où on doit agir. Voilà. Dans la société, voilà. Très bien. Et durant Ramadan, c'est pas aussi rester sans bruit, sans mots. Vous êtes mobilisés pour essayer d'apporter de l'iftar et de la solidarité, de la chaleur à ceux qui en ont besoin. Oui, pour le mois de Ramadan, donc on a fait la deuxième édition du High Determination Iftar. C'est un iftar pour entre parenthèses, on dit les handicapés. Oui. Donc on a fait situation de handicap. Voilà, situation de handicap. Donc il y a une deuxième édition. Oui. Ça a été organisé au niveau du SAFEX, que je remercie les responsables qui nous ont permis, nous ont ouvert la porte pour organiser cet iftar. Oui. Bon, cet iftar, c'est pas l'occasion du Ramadan. Oui. Cet iftar veut dire que on a marqué un arrêt. Oui, ça c'est votre affiche. Là, ça c'est concernant les vêtements. Hein. Voilà. Ça c'est concernant dans un moment, on va en parler. Donc, voilà. Ouais. Et donc vous avez organisé donc, la soirée avec ces photos. Là, vous verrez l'émotion et l'expression. Là, il y a de l'émotion. Là, on a activé ce qu'on appelle les muscles du sourire. Ouais. Les zygomatiques. Voilà. Oui, exactement. Le résoïus. Plus précisément. Voilà, regardez les... Ouais. Très bien, donc il y a eu 130 personnes avec leurs familles, donc on était presque 400. D'accord. Sans les invités. Wow. Et toutes ces personnes avec leurs familles, on a assuré le transport de leur domicile, aller et retour. Wow. Voilà.
C'est énorme. Donc, oui, ça, on a... Vous y avez travaillé depuis longtemps pour préparer déjà, choisir le menu. Vous avez eu des cuisiniers, des chefs cuisiniers qui sont venus. Le cuisinier, c'est au niveau du catering. D'accord. Le catering, donc c'est eux qui ont pris en charge très bien tout ce qui est, c'est-à-dire le menu. Oui. Pour la scène, donc il y a le groupe Bahreïn Tux qui ont essayé de... Ils sont formidables, les Bahreïn Tux de Blida. Ils ont enflammé un petit peu la situation. Ils ont apporté beaucoup de joie et de bonne humeur. Bien sûr. On a créé un espace pour de détente pour les enfants, parce qu'avant l'iftar, quand ils sont venus vers 17h, 18h, donc on a créé un espace, on a ramené des étudiants de l'USTHP que je remercie. Voilà, on a une vidéo, vous nous avez rapporté aussi une vidéo. C'est un résumé de ce que vous avez donc réalisé lors de la soirée, voilà, un petit peu. Voilà. Quand on rentre, c'est avec... les applaudissements. Ah oui, c'est en sortie-entrée. Regardez le sourire, Voilà, une très belle joie que vous avez apportée à toutes ces personnes venues le temps d'un repas, partager une convivialité, un sourire surtout. Oui, très bien. Même pour les enfants, donc on a créé un espace. Il y a eu des trampolines, il y a eu des toboggans, il y a eu même des jeux. L'association des étudiants du STHP bénévoles qui ont assuré avec des clowns, ils ont assuré c'est un autre espace qui ont assuré cette activité. Très bien. Sinon. Nous, quand on dit notre politique par rapport à cette tranche de population, c'est la continuité. Donc on les prend durant toute l'année. Oui. Le iftar, c'est juste, on a marqué un arrêt pour dire que ces personnes, nous appartenons à ces personnes, ils appartiennent. Voilà, ils font partie de la société, il faut les faire partager, leur faire partager bien sûr notre quotidien. Mais ces personnes, ils ont besoin d'aide, de soutien. Oui. Je vous donne un exemple parce qu'on a invité, on a honoré des champions paralympiques. Il y avait Sidi Ali Bouzourine, il y avait Linda Hamé, c'est des champions du monde d'athlétisme. Oui, c'est des exemples. C'est des aussi exemples pour toutes ces personnes. Croire en eux et surtout donner des exemples. On a Sarah Bel, elle est romancière, donc elle a écrit son je crois, 3e livre. Oui. Donc là, on a un informaticien, c'est Taïb, il s'appelle Taïb. Donc il est venu de Saïda, c'est un informaticien, c'est un envoyant. Donc voilà, donc on a essayé de montrer ces gens un exemple pour que tout le monde, c'est-à-dire pour qu'ils ne perdent pas d'espoir. Voilà. Et ça, c'est justement l'informaticien. Voilà, oui, c'est un programmeur. Oui. Il est venu, il s'appelle Taïb Meftah, c'est ça. Il est venu de Saïda. Oui. Et il a partagé cette soirée avec vous, avec beaucoup de convivialité. Il est le premier à arriver. Wow. Oui, il est venu tôt. Très tôt. Et ben, c'est en tout cas une belle soirée que vous avez organisée avec toutes ces personnes qui étaient ravies d'être parmi vous, ravies d'être là pour, encore une fois, montrer que la solidarité, le partage, c'est aussi important. Très bien, on a partagé, le bonheur a été partagé. On a créé des surprises parce qu'il y a eu de la demande. Tout ce qui est chaises roulantes électriques, PC, chaises roulantes. Donc on les a invités et on les a remises au niveau de la... Donc c'était vraiment une surprise. Une belle surprise. On voit de très belles photos. Vous avez rapporté lors de cette soirée avec bien sûr une ambiance, la scène. Bien sûr, il y a tout un pavillon qui était à l'état brut, qu'on a transformé. On a ramené même les collections d'anciennes voitures parce que ce type de personnes, tout ce qui est électrique, aiment bien les anciennes voitures. C'est vrai. Donc elles étaient vraiment dans des conditions... Voilà, vous avez réussi votre challenge de pouvoir offrir une belle soirée à ces personnes qui sont des personnes donc attentives, surtout sensibles, ont besoin d'une attention particulière. Voilà, je veux dire une chose, hein. Quand un trisomique il vient, il dit un mot, il est en train de m'embrasser parce qu'il était touché, parce qu'on l'a pris par la main, on l'a mis sur la scène pour que tout le monde le voit, pour qu'on lui dise qu'il existe. Ça, c'est des gestes, parce que le problème qui se pose actuellement, est-ce qu'on peut descendre
pas à leur niveau intellectuel. Il faut descendre à leur niveau de sentiment. Si on arrive à arriver à leur niveau de sentiment, là, l'échange, comme récepteur, émetteur-récepteur, donc on aura la réception. C'est vrai, ce sont des enfants très sensibles et très attachants. Ils débordent d'amour et surtout donc d'affection. Vous avez donc organisé cette soirée, ça s'est bien passé, on l'a vu avec des tenues traditionnelles aussi. Oui, bien sûr, ils se sont préparés. Ils se sont préparés. Même quand on voit la joie des parents, elle était immense. Oui, alhamdoulilah, tant mieux. Il y a des personnes qui ne sont pas sorties de chez eux depuis 3 ans. Oui. Et ça, c'est terrible, ça. Vous avez réussi à, si vous voulez, désenclaver certaines personnes et pouvoir les mettre dans la société comme membres actifs de cette société aujourd'hui. Alors, vous allez continuer puisque votre rôle ne s'arrête pas là. On vous a vu dans plusieurs actions et vous allez continuer avec les vêtements de l'Eid, avec cette belle opération que vous êtes en train de mener. Vous me disiez, c'est la véritable ruche au sein de la fondation. Les vêtements, c'était spontané. Donc, lundi donc il y a eu un défi, défi d'essayer d'avoir 1000 vêtements. D'accord. Donc il y a normalement 200 déjà expédiés vers le sud, c'est Tamraset. Aujourd'hui le siège il est comme une ruche, voilà, en nid d'abeilles. Donc on essaye d'essayer de préparer les colis pour les expédier vers Solrzlen et Indfla. Voilà. Concernant Alger, ça sera des bons d'achat. Donc on a des magasins qui sont déjà, donc les familles prennent le bon d'achat, ils achètent avec le bon d'achat, c'est leur enfant qui veut, c'est pour les orphelins. Et comme je l'ai dit, vous avez toujours été bien organisé, ça, vous savez rapide, exactement, au sein de la fondation, vous êtes pluridisciplinaire, vous avez donc chacun sa tâche, chacun son rôle, pour pouvoir en tout cas gérer les choses de manière efficace, rapide et efficace. Ça c'est l'anticipation, organisation. C'est ça, au sein de la fondation, ça a été toujours le cas. Alors on a vu donc de très belles photos où on voit donc ces enfants avec le sourire, les enfants du Sud, vous allez leur acheminer, ça y est, c'est déjà parti. C'est déjà parti et alhamdoulilah, donc tous ces enfants auront le sourire grâce à la fondation, grâce à toutes ces âmes charitables qui ont voulu aussi vous aider, les donateurs qui sont alhamdoulilah nombreux. Non, nombreux. Même on a eu du contact avec la communauté algérienne à l'étranger hier pour essayer de nous aider aussi. Donc ils étaient touchés par les événements, même pas nous, même toutes les associations qui sont en train d'aider. Donc c'est vraiment un bel élan. Voilà, un bel élan qui de se solidarité. Chaque année, nous chaque année on en parle, on reçoit donc différentes associations qui grâce aux donateurs fonctionnent. Et grâce aussi à cet engouement, ce travail, cette organisation qui sévit au sein de toutes les associations. En tout cas, c'est bravo à vous. Je vous remercie. Voilà. Alors, vos projets, sinon, à part cela, juste après Ramadan, il va y avoir... Le projet, c'est qu'on a, juste avant Ramadan, donc on a un nouveau siège. Déjà, on a aménagé au niveau du rez-de-chaussée une grande salle pour les personnes à mobilité réduite, avec tout un aménagement pour leur activité. Vous avez le numéro de votre compte CCP, c'est pour toutes les personnes qui veulent vous aider, c'est ça? Voilà, pour les dons, mais même si le reste, donc il y a d'autres familles, même après l'Eid, on va essayer même après l'Eid, ça continuera. Ça continuera. Voilà. Donc nous, on travaille dans la continuité. Donc, exactement. On n'est pas vraiment occasionnel, mais on travaille dans la continuité. Dans le domaine de la santé aussi, on vous a vu avec l'acquisition de cette ambulance. L'ambulance, elle est, comme je vous ai promis la dernière fois, c'était dans la semaine, donc elle est opérationnelle. Donc tous les malades qui sont, on est en train de faire du transport sanitaire de et vers l'hôpital pour les patients qui ont des rendez-vous. Donc on essaie d'assurer leur transport. Donc les gens appellent ou bien s'inscrivent sur un lien et on les programme et c'est gratuit. Alhamdoulilah. Et puis bien sûr, vous répondez à toutes ces personnes qui sont en détresse aussi, c'est important. Donc alhamdoulilah, la Covid a, j'espère, bientôt disparu, on ne sait pas, on espère en tout cas que ça diminue et pour l'instant, vous êtes au repos de ce côté-là. Il faut attendre. Donc il faut attendre s'il n'y a pas un autre faillon qui va aussi atterrir, mais espérons que ça va aller dans le bon sens. En tout cas, bon courage à vous et puis bravo pour tout ce que vous faites au quotidien.
On vous dit à très bientôt. Sahaïdkoum. Et surtout la communauté algérienne à l'étranger, il ne faut pas l'oublier aussi. Bien sûr. Parce qu'elle est de tout cœur avec toujours avec nous. Ben, voilà. C'est pour ça qu'on est là et qu'on travaille pour justement donner aussi des nouvelles donc, de leur pays et surtout les accompagner, leur donner cette chaleur qu'ils connaissent déjà. Voilà, merci beaucoup, à très bientôt. On continue, je vous invite tout de suite à suivre ce reportage signé Laïla Benaïcha qui nous montre les classes spéciales de l'association Ahl El-Fen, des enfants qui sont virtuoses dans leur domaine, dans la musique. Regardez. Lancée par l'association culturelle Ahl El-Fen, la classe spéciale Ahl El-Fen Kids a depuis 2 ans fait du chemin sur la scène artistique. Vous voyez, ici on est en train de former des enfants, des jeunes, des enfants beaucoup plus, pour laisser cette relève dans la musique arabo-andalouse et dans la musique algérienne. Silence on répète pour un spectacle. Ici, passion pour la musique se conjugue avec travail et persévérance. Nos petits anges de la scène piochent dans le riche patrimoine musical algérien pour faire revivre le répertoire arabo-andalou et chabi dans une version juvénile et fraîche. Ici, comme vous voyez, on prépare Inch'Allah un spectacle plein de festivités qu'on a dernièrement en Ramadan. On les avait fait au mois de Ramadan, le sacré de Ramadan. Et on prépare pour l'Aïd, Inch'Allah, plein de festivités avec l'association Ahl El-Fen. Dans cette classe spéciale, nos futurs artistes sont âgés de 6 à 13 ans. Maîtrisant le chant et au moins un instrument de musique, quelle exception faite à des enfants de 4 à 5 ans, doués et présentant une rapidité dans l'assimilation et l'apprentissage, et surtout le chant correct. Le cas de Mimi qui, à peine 4 ans, elle dévoile déjà un talent prometteur. L'apport de l'apprentissage musical dans l'éducation et l'épanouissement s'affiche clairement sur ces petits visages, dégageant énergie et bonheur. Parents et professeurs le confirment. Moi, je le dis toujours, c'est un équilibre. C'est un équilibre entre les études de l'enfant et sa musique, voilà, et son éducation. Il parle mieux, il apprend beaucoup de mots en arabe, il apprend des textes en arabe, il apprend à se canaliser un petit peu. Il adore la musique, mais l'andalou lui permet d'avoir une structure. Donc, et puis, c'est un moment de détente. Ahl El-Fen Kids, une génération de futurs artistes, une lueur d'espoir pour la bonne préservation de notre patrimoine musical. C'est tellement beau de voir des enfants reprendre notre patrimoine musical et surtout à faire plaisir déjà aux parents, aux enseignants et puis continuer dans leur lancée. Ils viendront plus tard des véritables artistes eux-mêmes. Eh bien, on va parler du patrimoine, cette fois-ci avec notre patrimoine matériel. Vous le savez, je l'ai annoncé, nous sommes en plein mois du patrimoine, donc la préservation, dire ce qu'il y a comme manquement et dire ce qu'il a été fait déjà pour la préservation de notre patrimoine. Pour ce faire, nous avons Amel Djenidi. Bonjour. Bonjour Amel, bonjour aux téléspectateurs de Bonjour d'Algérie et merci pour l'invitation. Merci à vous, Marhaba Bik, on est très heureux de vous recevoir. Vous êtes donc enseignante à l'École nationale supérieure de conservation de la restauration des biens culturels. Vous enseignez un module très intéressant, l'histoire de l'art.
algérien, contemporain. Donc c'est vraiment passionnant parce qu'on apporte justement aux étudiants cette notion de ce qui a été fait en Algérie par des Algériens. C'est ça. Et donc ce qui est très peu connu, à part quelques noms qui circulent, mais les jeunes ne connaissent pas réellement leur patrimoine artistique. Exactement. Et puis vous me disiez aussi, chose très importante, connaître aussi le matériel aujourd'hui qui nous permet donc de dater, qui nous permet d'avancer dans notre recherche, dans le domaine des archéologues aussi. Tout à fait. Ben, l'archéologie et la conservation sont des cousins finalement. Donc après ce qui vient, quand on finit tout le travail des archéologues, ben, vient le travail des conservateurs et des restaurateurs dans un cas où c'est dégradé, c'est vraiment dégradé. Donc il vaut mieux conserver, préserver, maintenir que d'arriver justement jusqu'à la restauration. Et il faut investir dans ce domaine-là parce que c'est vrai que, surtout dans la ressource humaine, parce que c'est très important, nous avons un pays large, très vaste, et nous avons un énorme legs culturel, on va dire culturel et surtout archéologique important. Nous avons un legs incroyable, nous avons une richesse sur tout le territoire parce qu'on a tendance à parler parfois de ce qui se trouve dans certaines régions mais pas d'autres, et pourtant tout le territoire, Janet, etc. Mais pourtant on peut aller dans n'importe quelle région et trouver donc, des vestiges incroyables. Incroyables. Comme à l'exemple de Sétif. Sétif, Guelma, le sud de l'Oranie, le Grand Sud. Vraiment, c'est très très varié. On a toutes les périodes, de la préhistoire jusqu'au contemporain, puisque il faut aussi préserver ce qui est contemporain. Bien sûr, et donc, tout est patrimoine finalement. Tout est patrimoine. Après, effectivement, il faut de la ressource humaine, il faut de la ressource matérielle, bien sûr. Il faut miser sur ça. Et depuis des années maintenant, 10 ans que notre école existe, justement. C'est pour ça qu'on fête aussi ces 10 ans de formation, qu'on forme des étudiants à devenir eux-mêmes conservateurs et restaurateurs. C'est vraiment une nouveauté, c'est quelque chose qui n'a jamais existé en Algérie, donc c'est vraiment nécessaire. Et aujourd'hui, il faut continuer dans en tout cas cette recherche et surtout cette formation. C'est vraiment très important de pouvoir travailler dans ce domaine-là. Comme on a des mosaïques par exemple, il faut savoir donc les préserver, les restaurer et pouvoir aussi les sortir pour pouvoir faire des expositions, les montrer au grand public. Tout à fait. Ceux qui se le grand public, justement, il faudrait le sensibiliser de sorte à ce qu'ils ne disent pas que, par exemple pour les mosaïques antiques, que ce n'est pas son patrimoine, que c'est une présence étrangère, ce qui est totalement faux historiquement. C'est vraiment notre patrimoine. Ce sont des artisans algériens antiques qui ont fabriqué de leurs propres mains, qui ont adapté, que ce soit les thématiques, que ce soit les couleurs, c'est vraiment très particulier comme patrimoine. Ce qui se trouve en Algérie ne se trouve pas ailleurs. Donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Il n'y a pas que l'antique. Les mosaïques, je me rappelle aussi, pourquoi je parle des mosaïques, parce que j'avais assisté à une formation qui travaillait sur les au niveau de Cherchel, c'était passionnant. Moi, je trouve que c'était passionnant. Et justement, le patrimoine, on va dire, c'est un vivier. Il faut être motivé, il faut être vraiment passionné par ça. Sinon, c'est des heures de travail. C'est méticuleux comme travail et ce n'est pas juste un loisir. C'est vraiment quelque chose, un vrai métier, un vrai métier et un engagement personnel. Tout à fait. Quand on se rappelle aussi des fouilles de Sa'd Chouhada aussi, c'était vraiment une joie pour tous les archéologues, les chercheurs, les préhistoriens qui travaillaient sur les historiens, sur ces vestiges aussi anciens. Oui, tout à fait. Bon, on connaissait déjà ce que recelait un petit peu l'ancien Alger, l'Icosim, l'Icosium et en plus et après le Jazaïr. Donc vraiment on connaissait déjà l'histoire puisqu'il y a déjà eu des fouilles à la place des Martyrs avant, puisqu'elle a été détruite pendant la colonisation, et donc il y a déjà eu des fouilles et il y a qui sont dans nos musées, qui sont de valeur et tout. Là, ça a été l'occasion de revoir un petit peu justement toutes ces strates historiques, puisqu'on n'a pas que... C'est-à-dire plus c'est moderne et plus on a les strates supérieures et plus on descend et plus ça devient plus ancien. Exact. Donc, on construit toujours sur ce qui est déjà. Donc la présence humaine, elle a toujours
existait en Algérie. Oui, et on serait presque, donc, d'après les dernières trouvailles, le berceau de l'humanité. Le berceau de l'humanité, puisqu'on a trouvé, grâce à nos chercheurs préhistoriens, justement, des vestiges et des traces d'outils et d'animaux qui datent de 2,4 millions d'années. Donc c'est vraiment quelque chose qui est exceptionnel et qui nous rend fiers. Tout à fait, même, ça fait couler beaucoup d'encre. Hein. Ça fait couler, oui. ça motive tous nos chercheurs à travailler davantage pour, encore une fois, plus de découvertes, plus de vestiges. Alors tout un programme a été mis en place pour ce mois du patrimoine, j'imagine, c'est pourquoi vous êtes là, pour nous parler de ce programme riche dans le domaine de notre patrimoine matériel et immatériel. Alors justement, nous, notre école, c'est du matériel. On s'occupe essentiellement du matériel, que ce soit bâti ou mobilier, donc tout ce qui est pièces archéologiques ou œuvres d'art. Mais par le ministère de la Culture, la thématique principale de cette année, c'est le patrimoine immatériel. Et donc, on essaie un petit peu d'adapter nos thématiques un petit peu au public, puisque toutes nos activités sont ouvertes et libres d'accès. Et donc, on a mis une programmation qui s'est établie. Le mois du patrimoine cette année est tombé le Ramadan, ce qui n'est pas vraiment évident, mais malgré ça, il y a eu un engouement du public. Donc, on est assez contents de ça. Et donc, nous avions à l'ouverture du mois une exposition au sein de l'école. Toutes les activités se passent au sein de l'école, qui ne pas évidemment. Et donc, nous avons aussi des conférences qui ont été faites, que ce soit justement sur le savoir-faire algérien, pour l'habillement, pour les costumes traditionnels, pour les bijoux. Donc, tout ça est déjà passé. Mais on va aussi parler de ce qui va arriver par la suite. Et donc, après l'Aïd, Inch'Allah, on va préparer justement pour le 9 mai. Donc, je donne rendez-vous au public. Pour le 9 mai à 10h, nous avons... donc Reda Domaz qui est connu et qui va nous proposer exactement, qui nous propose une thématique sur les réflexions sur le Chabé et le Melhoun et donc ça sera donc le 9 mai à 10h. Ensuite nous allons avoir le 12 mai une journée d'études et là on aura plusieurs intervenants sur l'apport de la science à la conservation et la restauration des biens culturels. Et là, c'est vraiment pour apporter un plus et pour dire que le patrimoine, c'est vaste et ça fait appel à plusieurs disciplines. Donc là, la science, c'est vraiment un apport essentiel, puisque actuellement, avec toutes les nouvelles technologies, on est obligé justement d'être à la pointe. Et donc, d'ailleurs, même parmi nos collègues que je salue, on a différents profils. Donc, chacun a son propre cursus et chacun apporte un plus. Et donc, parmi nos collègues, nous avons des ingénieurs. Donc, ce sont des ingénieurs en chimie, en physique, en biologie. Oui. Quand on parle de préservation donc, de manuscrits, de vieux manuscrits, il faut pouvoir les préserver, surtout les numériser. Aujourd'hui, la technicité vient au secours donc, de ce vieux patrimoine qui est peut-être en danger aujourd'hui. Pour certains, il faut pouvoir les récupérer pour mieux les préserver. Tout ça, la science, tout ça pour pouvoir comprendre comment diagnostiquer, mais aussi pour agir. Donc, quand on est dans une phase de restauration, on est en train de des chimiques, réaction. Donc, sur l'apport des sciences. Donc, on va avoir, entre autres, docteur Boustine, entre autres, docteur Sherifa Belkacemi, on aura... en tout cas, il y a 4-5 personnes qui vont participer à tout ça et qui justement, apportent une explication par rapport à ça et donnent des cas d'études précis. Donc, ce qui a été fait, par exemple, au niveau de la mosquée de Mila, qui est une ancienne basilique aussi. Donc, on bâtit toujours sur ce qui existe. Voilà. Mais qui est l'une des plus anciennes mosquées d'Algérie, donc qui est très important. Et ce qui a été fait, donc ce qui a été déjà analysé et ce qu'il en ressort.
Et donc tout ça est très très important. On conclut notre mois avec une dernière intervention le 17 mai avec Lamia Mansouri qui nous parle de la zawiya au Maghreb dans ses dimensions matérielles et immatérielles. Et donc là, on est vraiment dans un lieu saint, un lieu de culte. Et donc on est dans l'immatériel. Voilà. Mais en même temps, on est dans le matériel puisqu'il y a une bâtisse. Donc tout ça, c'est pour ça que le patrimoine... C'est indissociable de toute façon. Exactement, le patrimoine, c'est matériel et immatériel en même temps, c'est mobilier et immobilier en même temps. Et grâce à tous ces chercheurs qui travaillent donc, au sein donc, des différentes institutions pour le patrimoine, grâce à cela, on arrive à classer et mettre en place, mettre sur pied des dossiers très solides au niveau donc, de l'UNESCO pour pouvoir classer et préserver ce patrimoine. Justement, nous avons la chance quand même d'avoir des sites classés patrimoine mondial de l'UNESCO. Les gens ne savent peut-être pas, savent déjà, mais même ces sites-là sont en danger. C'est-à-dire là, on est vraiment dans une détresse quelque part, puisque le patrimoine est un combat permanent. Et donc, on a aussi beaucoup de patrimoine qui n'est pas classé ou qui est classé à l'échelle locale. Et donc, tout l'enjeu est là, c'est justement de pouvoir utiliser ce patrimoine-là comme étant la vitrine de ce qu'est l'Algérie. La culture, c'est... En tout cas, beaucoup d'études ont été donc chercheurs, archéologues qui font un travail de restauration quotidien avec des petits métiers aujourd'hui qui existent dans le domaine donc, de la restauration authentique et identique à ce qui était fait à l'époque. On a l'exemple de la citadelle d'Alger, par exemple, on a l'exemple du Bastion 23, on a l'exemple de certaines bâtisses. Là, on va en voir un, celui de la citadelle d'Alger. Sophia Chouban s'est intéressée à cet édifice qui a une histoire aussi très importante. Vous allez nous en dire davantage dans un petit moment. On regarde ce reportage, on se retrouve juste après. Ce magnifique site historique, bâti en 1516 par les frères Babarrouch, a été longtemps le siège de l'autorité politique durant la régence ottomane. Le Dey l'a construit justement pour ses besoins lors de son déplacement vers la citadelle, qui était déjà une structure militaire. Et dû aux insécurités du pouvoir, il s'était déplacé vers la citadelle. Et donc cette mosquée, c'est une mosquée à Khotba, du vendredi, qui recevait les hauts dignitaires. Et elle a la particularité d'être une mosquée, on dira, donc elle est de rite hanafi. S'étendant sur 1,5 hectare, le site doté de plusieurs fortifications sur les hauteurs de la Casbah comprenait 7 batteries de 200 canons qui protégeaient la citadelle et ses habitants des invasions étrangères. Donc, bonjour. Des aménagements successifs ont altéré l'ancien bâti par l'installation de casernes de l'occupant français. Le palais des Bey il est construit sur la muraille, donc sur la muraille de la Casbah. Et la difficulté donc dans les travaux de consolidation, c'est justement le fait qu'il soit sur cette muraille. Au XVIe siècle a nécessité l'intervention des pouvoirs publics pour le restaurer dans le but de le rendre accessible aux visiteurs et aux touristes. Mais rappelons toutefois qu'il faut prendre des nouvelles rénovations pointues allant de 2012 à 2016 puissent reconstituer le palais du Dey et ses multiples dépendances. Le palais du Dey est constitué donc d'entités. Nous avons au rez-de-chaussée donc le patio, nous avons le diwan, nous avons les trésors du Dey. Au niveau 1, nous avons nous avons la volière. Au niveau 3, nous avons le hammam, sans oublier donc le harem. Et au dernier niveau, nous avons les appartements du Dey. Lieu historique par excellence de la Haute Casbah, la citadelle constitue à elle seule
une attraction touristique qui témoigne d'une période cruciale del Jazair el-Mahrouz. Et imposante face à la mer. Il faut comprendre et connaître son histoire, c'est très important. C'est important pour vous, c'est important aussi pour ceux qui vont aller la visiter. Et cette période ottomane est aussi une période charnière. C'est une période charnière, c'est une période aussi qui a permis à Alger d'être une capitale, quelque part. Et donc, effectivement, connaître son histoire est essentiel puisque c'est le premier maillon pour pouvoir s'approprier son territoire et donc le préserver. Oui. Donc, tant qu'on croit que ce n'est pas à nous, on ne peut pas avancer et protéger non plus. Alors, la citadelle aussi, c'est un lieu historique, c'est un lieu qui avait une vie, qui avait aussi sa propre peut-être discipline au sein donc, de cet édifice. Alors, la citadelle, c'est énorme, hein. On est sur plusieurs édifices. Exactement. Et donc, il y a déjà 2 mosquées, il y a un palais, il y a une poudrière. C'était un lieu de pouvoir. C'était le lieu du palais du Dey d'Alger. Mais c'est aussi une partie qui est la plus récente. Finalement de la Casbah. C'est vrai. Puisque la Casbah a été construite de bas en haut, donc de la mer vers... Je me rappelle, j'avais fait un tournage aux prémices de la restauration, c'était encore vraiment les prémices. C'était très difficile, où j'ai pu visiter là où il y avait donc les animaux, les chevaux, où on pouvait les recevoir, le palais aussi, donc les hôtes donc, du Dey. C'était important de comprendre un peu comment se faisait la vie au sein de cette citadelle. Tout à fait. Tout est étudié. Finalement, il y avait un urbanisme qui était fait. Tout était étudié selon le protocole de l'époque. Et c'est vrai que ça a pris beaucoup de temps. Sa restauration a pris beaucoup de temps. Et d'ailleurs, au bout d'un moment, certaines personnes disaient qu'on n'allait jamais voir le bout. C'est vrai. Ça a pris beaucoup d'années, en tout cas, la restauration, parce qu'il fallait travailler sur l'identique. Alors, on salue aussi tous les architectes qui travaillent sur le vieux bâti, qui essayent de restaurer à l'identique avec des matériaux donc, actuels. Et peut-être travailler sur... Cela dépend en fait. Je connais quelques architectes qui sont qualifiés, ce qu'on appelle les architectes qualifiés. Qui ont fait des études pour. Hein, qui essaient quand même de faire en sorte de récupérer et d'étudier les anciens matériaux, de savoir les anciennes techniques de construction pour essayer de les remettre à l'identique. Et là, vraiment, on est dans la restauration pure et dure, de ne pas défigurer les bâtiments. Mais ça, c'est ce qu'il faut faire dans le sud, par exemple, avec les qsar, les vieux qsar. Il y en a plusieurs dans le sud du pays et malheureusement, ils sont quelquefois en danger parce que finalement, le temps vient fragiliser cette structure, une structure comme vous le disiez qui était faite de matériaux donc de la région, avec un savoir-faire de la région, et peut-être aujourd'hui avec les nouveaux matériaux, certains habitants encore du Vieux-Qsal restaurent à leur façon. Bon, quelque part on peut pas leur en vouloir parce qu'ils ne savent plus faire autrement en fait. Comme le vieux Qsal de Ouargla aussi est en danger. Les vieux savoirs ont disparu petit à petit, donc c'est un petit peu difficile de retrouver tout ça, mais à nous justement de les accompagner. Il faut accompagner ces populations, surtout le sud. Franchement, il y a beaucoup à faire. Il y a énormément à faire. Les Qsor, ils sont dans un état pitoyable parce que vidés de leur population. Vous savez, quand une bâtisse n'est pas habitée, elle tombe plus facilement en ruine parce qu'il n'y a pas de vie. Donc il n'y a pas de restauration, il n'y a pas de d'entretien. De maintenance, d'entretien. Donc ça tombe en ruine. C'est tout à fait normal. Il faut accompagner les populations. Alors quand on parle d'architecture, c'est architecture de terre. Hein. On revient à l'architecture de terre et travailler sur ce qui a été fait à l'époque par des anciens artisans, maîtres artisans de l'époque, et pouvoir restaurer ce qu'il y a à restaurer. Restaurer ce qu'il y a à restaurer, effectivement, ça c'est un point qui fait mal, mais en même temps, on ne pourra pas tout garder. Oui, malheureusement. Malheureusement, puisqu'on le voit même au niveau de la Casbah, il y a beaucoup de bâtisses qui tombent en ruine, qui tombent carrément, complètement. Et donc, oui, on ne peut pas tout garder. Maintenant, il y a une loi quand même du patrimoine. Bien sûr.
qui devait être revu. Donc on attend la nouvelle. On n'a pas le droit de toucher rien au vieux bâti. On ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas faire n'importe quoi. Et on se doit d'être accompagné donc par l'État et par les professionnels, les experts. Donc on se doit d'être accompagné pour pouvoir le faire. Maintenant, quelqu'un qui voit sa bâtisse tomber en ruine, bon, il essaie de faire en sorte de récupérer comme il peut. Comme on dit, l'ara, le balai, c'est une question de survie. Ils sont obligés de faire... Ils peuvent faire appel peut-être à des professionnels. Ils peuvent faire appel. D'en trouver. Ils peuvent faire appel, mais est-ce qu'ils peuvent prendre en charge? Ça coûte très très cher une restauration. Ça coûte parfois plus cher qu'une construction nouvelle. Exactement. Et donc c'est une problématique à poser en tout cas. C'est une problématique. Après, oui, il faut qu'il y ait des experts au niveau local en fait. C'est ça. En fait, il faut aller vers un patrimoine de proximité et des experts de proximité. Donc, je pense que c'est ça qui pourra plus ou moins régler tout à fait cette question. Malheureusement. Oui. Alors, on a aussi le 18, c'est la journée mondiale des musées. Et encore une fois, les musées ont un rôle très important. On a pu voir aussi les musées dans la rue et une belle initiative pour inciter le public à venir davantage vers bien sûr, les musées et à en apprendre tellement sur ce que renferment les musées. Alors, vous avez des collections extraordinaires que vous avez acquis grâce à certains donateurs qui vous donnent donc, au sein donc, des musées, que ce soit des pièces vraiment très, très anciennes, que ce soit de la céramique, des vêtements, etc. Des pièces vraiment très importantes. Et là, encore une fois, vous faites des appels au public pour offrir au musée, pour mieux préserver les choses. Alors, cette question aussi un petit peu difficile. Délicate. Oui, parce que nous avons des villes, par exemple, comme à Chelles ou ailleurs, où dès qu'on creuse quelque part, il y a quelque chose. Donc on tombe sur des vestiges. Et même dans l'eau, même dans l'eau. Partout. Aujourd'hui, vous avez des archéologues formés en plongée sous-marine. Tout à fait. Et donc ça fait une dizaine d'années qu'on s'intéresse aussi au patrimoine subaquatique. Après, donc voilà. Le patrimoine est partout, sur tout le territoire. Donc, je vous ai dit, c'est tellement riche qu'on en retrouve partout. Après, il y a aussi la loi donc, du patrimoine qui fait en sorte que dès qu'il y a vestige, donc hop, on arrête tout, on ne peut ni vendre ni faire quoi que ce soit. Et donc les propriétaires se trouvent parfois un petit peu dans une situation où ils préfèrent ne pas déclarer qu'il y a quelque chose, parce que sinon après ça tombe sur la loi du patrimoine. Mais il y en a d'autres aussi qui remettent ce qu'ils ont, parfois même de leur héritage personnel, puisque j'avais fait une recherche à un moment sur justement les donateurs des musées, donc il y a un article dessus, et partout, surtout nos musées, en fait, il y a des donateurs. Donc il y a des gens qui ont donné des anciens costumes de leurs arrière-grands-parents, des bijoux, parfois, c'est vraiment quelque chose de valeur. De valeur, bien sûr. Et d'autres fois, ce sont des numismatiques, donc des pièces en argent. Vraiment, ça avait une valeur matérielle. Et donc, il y a des gens qui donnent, heureusement, mais ça ne suffit pas. Donc, il faudrait quand même, franchement, faire en sorte de motiver un petit peu les gens de façon à ce que, justement, ce patrimoine reste. Il y a aussi des collectionneurs avertis qui connaissent la valeur de tous ceux qui possèdent, qui savent aussi les préserver, bien sûr, à leur niveau, mais qui partagent aussi certaines de leurs collections au grand public en faisant donc, des expositions dans des musées, quelquefois. Alors oui, il y a eu des expositions où on a fait appel à des collections privées. Parce que oui, effectivement, même nous, quand on forme nos étudiants à devenir conservateurs ou restaurateurs, on les forme surtout pour l'aspect matériel et donc pour les collections. Mais les collections ne sont pas que dans les musées. C'est ça qu'il faut aussi savoir. C'est ça. C'est qu'on a aussi d'autres institutions qui ont des collections et on a des particuliers qui ont des collections, ce qui est tout à fait normal et ce qui est aussi à encourager. Je suis pour encourager les gens à justement avoir leur propre collection. Après, il faut aussi savoir comment les sauvegarder, comment les partager. Exactement. Parce que aussi une collection qui est cachée quelque part, elle ne sera pas visible, elle va pouvoir. Plus. Voilà, c'est mort, tout à fait. Voilà. Vous êtes pour justement raviver l'histoire et faire connaître l'histoire au grand public. Alors vos étudiants ont bien la chance de pouvoir étudier l'histoire de l'art de l'Algérie, par exemple. Ben oui, j'espère qu'ils ont de la
hein. C'est à eux de le dire, je sais pas. Mais en tout cas, j'espère qu'ils ont de la chance, en tout cas, à avoir des modules qu'ils ne peuvent pas trouver ailleurs. Dans d'autres formations. Après, tout dépend de la motivation. Donc c'est encore une fois quelque chose qui est personnel. Est-ce que c'est un engagement personnel à vouloir justement aller sur cette voie et aller jusqu'au bout? Ce n'est pas quelque chose qui est facile, ce n'est pas quelque chose... c'est vraiment difficile, hein. Moi, c'est vrai que des fois, je mets un petit coup de pression aux étudiants, mais je sais que c'est important. Il faudrait qu'ils aient le maximum pour pouvoir être armés finalement, parce qu'après ça, ils sont... normalement aptes à aller travailler sur le terrain directement. Il faudra tirer donc profit de toutes ces expériences, belles expériences, et surtout tout ce lait que nous avons de nos aïeux pour pouvoir aussi le transmettre aussi à la génération. Comme on dit, Ramadan, c'est tout un savoir-faire, c'est toute une transmission aussi, en plus d'être une religion, donc pouvoir un des 5 piliers de l'islam, c'est aussi une transmission aussi à la jeune génération. L'art culinaire, une partie très importante pour l'immatériel, le patrimoine immatériel. Dans quelques siècles, on parlera de nos plats d'aujourd'hui, peut-être, et ça sera noté, certifié dans certains registres, peut-être. En tout cas, on a été ravis de vous recevoir, ravis de parler de notre patrimoine et surtout de ce travail qui est colossal, qui est fait par nos conservateurs, chercheurs, archéologues, architectes qui travaillent pour la préservation de notre patrimoine. Merci beaucoup et encore une fois, pour le public, vous pouvez retrouver toutes nos informations sur notre site web et sur notre page Facebook. Donc on est aussi très présent sur les réseaux. Et je vous souhaite une bonne continuation, une bonne fin de Ramadan et un Eid agréable, Inch'Allah. Inch'Allah. Sinon, on rappelle la page de votre site? Oui, c'est École nationale de conservation et restauration des biens culturels. Donc vous allez retrouver directement tout ce qui est disponible au fur et à mesure. Très bien. Voilà. Alors on rappelle l'activité, on rappelle les dates, donc le 8. Donc le 9. Le 8 est une date historique. Effectivement. Oui, donc le 9 pour la conférence sur le Shaib el-Melhoun, le 12 la journée d'études sur les sciences, l'apport des sciences dans la conservation, et le 17 sur la zaouia et le maraboutisme, qui est aussi une culture et une tradition algérienne et maghrébine. Exact. Eh bien, bravo pour toutes ces informations que vous nous avez données ce matin. Merci beaucoup. Merci. Vous nous avez parlé de Reda Domaz. On va se quitter avec une chanson de Reda Domaz en attendant d'aller le retrouver lors de cette conférence le 9. Merci beaucoup. Je rappelle donc Amel Djenidi, vous êtes enseignante à l'École nationale supérieure de conservation et de restauration des biens culturels. Merci d'avoir été notre invitée. Et puis à très bientôt. Bon courage pour tout ce que vous faites. Merci. Et bien voilà, on est arrivé à la fin de l'émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Excellente journée à vous. Et puis on se retrouvera dès demain avec Nour Houda Bouzgaou à partir de 9h du matin. Saha Siamkom. Et puis à très vite. Au revoir. وزدتي سروال الشرطة مولات العين الزرقاء محلى الشفة بلا تعكير ودود وردة شرقاء من صافي قمري ونطير ونعلي بسما ونبقى مولات العين الزرقاء ما نشوف زين مع الهنين